Madame la présidente du CNESCO, Nathalie Mons, représentée par Monsieur le secrétaire général du CNESCO, Jean-François Chenet, Monsieur Michel Lusseau, IFE ENS Lyon, Monsieur le président de la conférence, Jean-Marie de Quetel, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, inspectrices, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Le lycée Diderot est encore une fois très honoré, puisque c'est la deuxième année consécutive que nous accueillons le CNESCO dans ce bel amphithéâtre, d'accueillir notamment cette conférence qui porte le nom « Différenciation pédagogique, comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous les élèves », je dirais, au titre de chef d'établissement, d'accueillir tous nos élèves. Cet établissement, depuis 1873, est tout entier dédié à l'enseignement des sciences et techniques industrielles. J'ai rapidement compris en 2012, lorsque j'ai pris mes fonctions, qu'il existait au sein de ce lycée une forte culture scientifique et technique liée à l'histoire de l'école, jadis école municipale professionnelle, école Diderot. La recherche de l'excellence, vous pourrez peut-être le voir au cours de ces 2 jours passés ici, la recherche de l'excellence, disais-je, l'exigence du travail bien fait, de ce que chaque technicien appelle, et ça a beaucoup de sens pour moi, qui suis aussi de formation scientifique et technologique, dans les règles de l'art, ce qui se perd de plus en plus aujourd'hui, constitue au long des décennies la signature du lycée qui vous accueille ce matin, le lycée Diderot. Je vous accueille. Vous avez pu, pour certains d'entre vous, peut-être le voir dans l'amphithéâtre Shuna Bashtok. Alors, Shuna Bashtok, c'était qui? C'était un jeune résistant qui a été fusillé par l'occupant en 1943 au Mont Valérien. Ce jeune homme, Shuna Bashtok, a été fusillé, je crois, il avait 22 ou 23 ans, était un ancien élève de l'école Diderot, puisqu'il était scolarisé jusque l'année 1942. Et juste avant de mourir, cet ancien du lycée Diderot écrit à son ami Daniel « Tu vas peut-être t'étonner de recevoir une telle missive de moi. J'ai été condamné à mort. Qu'on ne s'inquiète pas. J'ai toujours su ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et j'ai l'intense satisfaction d'avoir accordé mes actes avec mes idées. Je salue les amis. » Ce message, j'en ai un peu la chair de poule en vous le citant. Ce message transmis par Shuna Bashtok, ancien élève de l'école, à notre génération et aux générations futures, garde aujourd'hui encore, je crois, tout son sens. J'aime également citer, à la veille de la journée des femmes, malheureusement, moi je trouve ça désolant qu'il y ait des journées comme ça, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. La journée des femmes, j'aime à citer une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de par mes origines. Il s'agit de Marie Sklodowska, seule femme à ce jour à avoir été titrée 2 fois au prix Nobel de physique et prix Nobel de chimie. Et j'aime beaucoup ce qu'elle disait, « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Revenons maintenant au lycée qui vous accueille ce matin. Je vais vous en faire un bref descriptif. C'est un lycée donc scientifique et technique qui comprend à peu près 500 élèves en pré-bac, uniquement des secondes générales et technologiques, des bacs S sciences de l'ingénieur, des bacs S SVT et des bacs STI 2D. Bac STI 2D, c'est une nouveauté depuis 4 ans, sciences techniques, industrielles, développement durable, et nous sommes le seul établissement à Paris à dispenser les 4 spécialités, architecture, construction, énergie, environnement, sciences informatiques numériques et e-tech. 500 élèves, 350 élèves qui composent 7 BTS et un diplôme de métier d'art, des BTS uniquement industriels, ce que l'on sait faire depuis 1873, non pas pour les BTS, mais en tout cas pour l'enseignement technologique, puisque les BTS ont vu le jour fin des années 50, début des années 60. Accompagnant tout ça, une classe prépa ATS. Alors, le nom n'est pas super joli, c'est une classe prépa en 1 an, mais une classe prépa qui remplit pleinement son rôle. Là aussi, le terme est un petit peu peut-être utilisé parfois abusivement, mais qui remplit pleinement son rôle d'ascenseur social, puisque cette classe d'ATS est une prépa en 1 an à destination de BTS et de DUT.
et on leur permet en un an. Certains BTS avec Bac Pro, d'ailleurs j'ai cette année dans cette classe ATS et les années précédentes, des élèves qui ont eu un cursus Bac Pro, BTS électronique, et qui sont en ATS et qui ont eu l'année dernière des belles écoles d'ingénieurs. Donc c'est pour ça qu'on remplit pleinement le rôle de remise à niveau, en tout cas, en mathématiques et en sciences physiques. Et depuis 2005, nous accueillons la CEP, là aussi, j'aime pas trop le mot CEP, CEP, ça veut dire section d'enseignement professionnel, composée essentiellement de l'ancienne école d'horlogerie de la ville de Paris, située au lycée Clément Ader, qui fut jadis, dans les années 1900, au début 1900, déjà à l'école d'Hydro, qui nous avait quittés pour le lycée Clément Ader et qui est revenu au sein du lycée d'Hydro en 2005. Donc CAP, brevet de métier d'art, diplôme de métier d'art, accompagné d'un bac pro microtechnique et d'un bac pro études définition de produits industriels pour à peu près 180 élèves qui sont parfaitement intégrés aux 500 élèves de lycée général et technologique et aux 350 étudiants de BTS et de classes préparatoires. Les étudiants qui fréquentent le lycée d'Hydro utilisent quotidiennement les outils numériques au service de la conception, de l'expérimentation et de la simulation et réalisent tous les ans des systèmes qui parfois font la une d'ailleurs et sont présentés au ministre de l'Éducation nationale ou au président de la République. Je pense au fameux projet Philae que nous avons réussi à mener avec 11 écoles en plateforme collaborative. La pédagogie qui est appliquée dans une grande majorité des enseignements de BTS, de Bac SSI, de Bac STI 2D et de Bac Pro, est une pédagogie de projet. Elle s'appuie sur les revues de projet, encourageant ainsi l'élève ou l'étudiant à s'impliquer pleinement et à être acteur de sa formation. Je sais que dans ce séminaire, dans cette conférence, vous allez beaucoup parler de différenciation, d'accompagnement, etc. En tout cas, dans les sciences et techniques, au travers des revues de projet, au travers de la gestion et de l'enseignement par projet, on est déjà, de ce point de vue-là, en avance sur d'autres enseignements. Et encourage donc, je l'ai dit, l'élève à être pleinement acteur de sa formation. Je constate également que tous les nouveaux référentiels de BTS, 5 sur 7 ici, rénovés, intègrent tous la notion d'accompagnement personnalisé. Et c'est clairement inscrit au référentiel. Ça, c'est quand même une grande nouveauté dans tous les BTS qui sont réformés. Et je crois que c'est une bonne chose. Je constate également, notamment au travers de la réforme du bac STI 2D, qu'on a pensé au travers des référentiels à intégrer le co-enseignement. Le co-enseignement, j'ai vu aussi que c'était à votre programme de ces 2 jours. Et le co-enseignement, notamment en langue vivante techno. En bac STI 2D, depuis 4 ans, il existe un co-enseignement entre un professeur de sciences et techniques et un professeur de langue vivante. Et je crois que ça a du sens de travailler l'anglais au travers du projet qui est présenté par les élèves de terminale STI 2D. Ce co-enseignement existe également en BTS Conception de produits industriels qui a été rénové il y a 2 ans et on commence à le mettre en œuvre cette année. Et je crois que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, je parle sous le contrôle de mes collègues STI 2D et de langue vivante. Au lycée d'Hydro, pour le bac STI 2D, ça a révolutionné complètement l'apprentissage de l'anglais. Les élèves se sont investis et réalisent de belles prestations. Donc, au travers de l'accompagnement personnalisé qui est introduit dans l'enseignement des BTS, on voit déjà les premiers effets sur ces premiers BTS rénovés. Ça contribue, cette liberté horaire qui était... les référentiels ne flèchent pas accompagnement personnalisé pour le français, pour l'anglais, pour les mathématiques, pour la physique, la mécanique, etc. C'est laissé libre d'utilisation. Et au lycée d'Hydro, on le fait à la demande. Ce n'est pas inscrit à l'emploi du temps. On le fait à la demande des professeurs de BTS ou des professeurs de Bac Pro. Et ça peut être pendant une partie d'année, et ça a du sens en première année, certains types d'enseignement, et en deuxième année, pourquoi pas sur le projet ou sur l'étude des langues vivantes. Je dirige par ailleurs le GRETA Paris Industrie Développement Durable. Alors pourquoi je vous parle de ça? Vous allez voir, ça a tout son sens, parce que c'est quand même 3000 stagiaires formés par an sur 17 établissements membres du GRETA, 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ce volet formation continue, tout au long de la vie, c'est bien de ça qu'il s'agit, nous sommes en pointe sur la pédagogie différenciée, l'accompagnement personnalisé et les pôles ressources. Nous développons activement au sein du GRETA GPI 2D la FOAD, formation à distance.
mais on la complète avantageusement au sein du GPI2D par des présentiels. Moi, je suis intimement persuadé que tout ce qui est formation à distance, il faut l'accompagner de quelques week-ends pour la formation continue, ou de quelques jours ou quelques semaines de présentiel. En tout cas, c'est mon point de vue, le point de vue que partagent mes amis chefs d'établissement, membres du GRETA. Curieusement, il s'agit souvent, alors, il y a des enseignants dans la salle. D'ailleurs, j'ai autorisé quelques enseignants, je les vois dans la salle du lycée d'Hydro, à participer, parce que nous participons à pas mal de formations dans ce domaine, et donc je les salue. Et souvent, il s'agit des mêmes enseignants que dans l'initiale. C'est assez curieux parfois. Les enseignants, parfois, se mettent en pratique des pédagogies différenciées lorsqu'il s'agit du GRETA, et parfois s'interdisent de le faire en formation initiale. C'est un constat, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Ça, je le constate malheureusement assez souvent. Alors le chantier, je crois, du changement des pratiques pédagogiques est nécessaire, mais je pense qu'il sera long. Cette conférence contribuera sans aucun doute à conduire ce changement, et le lycée d'Hydro s'inscrira activement dans cette démarche. Je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. Nous avons, pour terminer, pour conclure, Monsieur le secrétaire général, nous avons mis tout en œuvre pour que ces 2 journées vous soient le plus agréables possible. Je tiens à saluer, je le fais systématiquement lorsque je fais un accueil, et ce n'est pas de la démagogie de comptoir. Je vous demande de saluer le travail des agents qui font que ce lycée ne fait pas son âge, vous le constaterez au cours de ces 2 jours. Je vous demande de ne rien consommer dans l'amphithéâtre afin de faciliter leur travail demain et jeudi matin. Mesdames et messieurs, je vous souhaite au nom du lycée d'Hydro 2 journées de travail denses et fructueuses. Je vous remercie de votre écoute. Bienvenue à tous. Donc, merci Monsieur le Proviseur, merci pour votre accueil, effectivement, dans cet amphithéâtre magnifique. Merci également pour la présentation de votre lycée et merci pour la présentation de la diversité d'offres, manifestement de pédagogie aussi et d'évaluation qu'il propose. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour cette 4e conférence de consensus du CNESCO et de l'IFE ENS de Lyon. Alors, pour ne rien vous cacher, tout allait très très bien pour cette conférence de consensus. Candidatures très nombreuses pour le jury est là, je le saluerai tout à l'heure. Experts nombreux et qui ont répondu de façon très très favorable à nos sollicitations. Des inscrits qui ont procédé à leur inscription très très vite. En 2 jours, la conférence était remplie. Un nombre d'inscrits à distance également très très important. Et puis, on a quelques conditions météo qui sont défavorables, on a quelques grèves qui traînent par-ci, par-là, et on a un petit problème de vidéo, de streaming en tout cas. Donc, je le dis notamment, alors ceux qui sont à distance ne m'entendent évidemment pas, mais pour ceux qui souhaiteraient visionner les vidéos demain, par exemple, en direct, ça va être un petit peu difficile, à moins qu'on ait résolu le problème d'ici demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, les vidéos ne peuvent pas être vues directement, en direct, mais elles seront vues, elles peuvent être postées et vues avec 1 heure de décalage. En tout cas, soyez rassurés, toutes les vidéos des experts seront disponibles ensuite sur le site. Et là, on a juste un petit problème de calage qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Autre élément, donc, j'ai délégation de pouvoir de représentation de Michel Lusseau, donc le directeur de l'IFE, et de Nathalie Mons, la présidente du CNESCO, qui ont des empêchements pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, en tout cas ce matin, et qui nous rejoindront dans le courant de la matinée. Donc, quelques mots très rapides sur la présentation et un peu d'historique sur le cycle de conférences de consensus donc, du CNESCO et de l'IFE ENS de Lyon. L'objectif principal de ces conférences, c'est bien de faire le lien entre les préoccupations et les questions des praticiens et du grand public avec la recherche dans une double visée, une visée d'évaluation, bien entendu, et une visée d'évolution des pratiques professionnelles. Alors, évaluation, pour nous, ça sonne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une évaluation scientifique, bien entendu, une évaluation indépendante et une évaluation
dans la mesure du possible, holistique, avec éventuellement la nécessité d'ouvrir de nouvelles pistes pour la thématique, en fonction de la thématique choisie. Faire le lien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire confronter les pratiques des enseignants, des formateurs, des inspecteurs, des chefs d'établissement, confronter ces pratiques, ces besoins, ces interrogations, avec des travaux issus de la recherche, dans une dynamique qui ne soit pas une dynamique avec, on va dire, top-down, mais dans une dynamique itérative qui permette de créer des échanges entre les différents mondes qui ne se parlent pas toujours parce que simplement ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations ou les mêmes langages. Et donc c'est un défi énorme, fondamental de notre point de vue, parce qu'on s'aperçoit que les pays qui réussissent le mieux, par exemple, dans les évaluations internationales, sont ceux qui ont réussi à faire ce lien entre la recherche et le monde pratique des enseignants et de la formation. Deuxième objectif, qui est un objectif plus opérationnel, qui est celui qui est l'élaboration de recommandations qui seront formulées par un jury et composées cette fois de parties prenantes de l'éducation, donc sur la base de travaux scientifiques qui leur ont été proposés et qu'ils vont encore entendre aujourd'hui. Donc ce jury est composé d'enseignants. Du premier, il est là devant moi. Bonjour à vous tous et merci de votre investissement. Il est présidé par Marie Toulek-Terry, qui est maître de conférence en didactique comparée à l'Université de Nantes, que je salue et que je remercie pour son engagement aussi. Et donc ce jury est composé, donc je le disais, d'enseignants, premier, second degré, public, privé, conseillers pédagogiques, formateurs, inspecteurs, premier et second degré, et chefs d'établissement. Et je crois même qu'on a une représentante d'une CARDI que je remercie, voilà, pour sa présence. Donc, rapidement, le cycle de conférences a commencé en janvier 2015 avec une conférence sur redoublement et alternatives. Le lien que vous voyez vous permet d'accéder au dossier des ressources. Donc, ressources complètes qui peuvent vous servir aussi bien d'outils personnels de développement que d'outils de formation, d'outils d'échange avec des collègues. Donc toutes les ressources que je citerai à l'occasion de cette conférence sont présentes sur ce lien. Idem pour nombre et calcul au primaire, conférence qui a été menée en novembre 2015, et compréhension en lecture qui a été menée en mars 2016 à l'IFE, cette fois, ça se passait à Lyon. Alors donc les liens qui sont là vous permettent d'accéder au dossier ressources. Je vous rappelle aussi que ces conférences ont eu un écho académique ou départemental, donc qui ont permis de mener des conférences, des post-conférences dans les territoires, et également des conférences virtuelles. Si je ne me trompe pas, il y a même un écho sur une formation de formateurs à l'IFE à la fin du mois de mars, qui vient prolonger la conférence en lecture, sur la lecture. Donc, quatrième conférence aujourd'hui sur la différenciation pédagogique. Alors, pourquoi ce choix? Le programme d'activité du CNESCO remonte de très loin, donc à la fois par les thématiques qui sont proposées par les membres du CNESCO, les scientifiques du CNESCO, les membres parlementaires ou du CESE, et également par le comité consultatif. Et il semblait que la différenciation pédagogique soit réellement un sujet propice à une conférence de consensus. Alors, tout simplement parce qu'il s'agit à la fois d'une injonction institutionnelle, en tout cas d'une forte incitation en direction des enseignants à prendre en compte les différences entre les élèves, donc dans une perspective de lutte contre la réussite, on va dire, très différentielle qui existe en France, et ce que révèlent les évaluations nationales et internationales. Et puis, la différenciation pédagogique aussi, parce que c'est une préoccupation, j'allais dire, importante, voire très importante des acteurs de terrain, qui se posent une question, et ça nous a été remonté dans une revue de questions que nous avons menée, dont je reparlerai, qui s'interroge sur la manière de concilier la diversité des élèves qu'ils ont dans leur classe ou dans leurs établissements, donc diversité au niveau des acquis scolaires, diversité culturelle, diversité sociale, avec cet objectif qui leur est assigné et qu'ils ont envie d'atteindre, et qui est l'objectif de maîtrise du socle commun par tous. Alors, pour que ces travaux d'évaluation contribuent au changement institutionnel et à l'évolution de pratique, eh bien, le CNESCO, donc, en partenariat avec l'IFE et ENS de Lyon sur ce cycle de conférences, s'est doté d'une méthodologie en plusieurs étapes, dont l'objectif est bien de favoriser des regards croisés au service de l'école. Alors la première étape de cette démarche,
c'est la production d'évaluations scientifiques, donc sur une thématique choisie, qui permet une analyse objectivée de la situation. Le questionnement est ensuite enrichi grâce à une revue de questions qui est menée auprès d'acteurs de terrain, revue de questions qui est ensuite analysée et qui permet l'élaboration du programme de la conférence, qui est lui-même rédigé sous forme de questions. Ces questions sont adressées à des experts qui sont là et que je remercie vivement d'être déjà là dès le début de la conférence. Merci à vous et puis merci également pour l'ensemble du temps que vous nous avez consacré et de vous être prêté aussi au jeu justement de répondre à ces questions, c'est-à-dire de ne pas simplement venir nous faire un exposé sur un sujet donné, mais de répondre aux questions qui vous ont été posées. Donc vous entendrez ces 18 chercheurs tout au cours de ces séances publiques. Et puis cette démarche, je l'ai dit, repose également sur l'investissement, mais aussi sur le sérieux et l'enthousiasme des membres, comme on dit, de la communauté éducative, c'est-à-dire le jury, et qui vont, comme vous tous, donc écouter les experts aujourd'hui. Je l'ai dit, ils ont déjà travaillé, se sont déjà appropriés les travaux scientifiques qui ont été produits, en particulier par Dominique Lafontaine et par Alexia Forget, que vous entendrez dans la matinée, et qui ont comme lourde responsabilité, donc dès jeudi matin, de s'atteler à la rédaction des recommandations, donc dont vous aurez connaissance un peu plus tard. Donc, la séance, la conférence, ou en tout cas les séances publiques vont alterner pendant ces 2 journées des exposés, qui vont permettre donc de dresser un panorama scientifique le plus complet possible de la problématique, de la différenciation pédagogique en l'occurrence, et des questions qui vont être posées par les membres du jury afin d'alimenter leurs futures recommandations. Alors, en fait, c'est un petit peu plus large que ça. Vous tous pourrez poser des questions également aux experts. Comment vous pourrez le faire? Vous aurez des élèves que vous avez rencontrés à l'accueil du lycée d'Ardennes, que je remercie par avance pour leur disponibilité. Ils ne sont pas encore là, mais ils vont venir au moment opportun, et donc à qui vous pourrez faire passer vos questions via des petits papiers. Si par hasard on récupère nos inscrits à distance, ils auront, je ne sais pas si on les a, si on ne les a pas, en tout cas il y a un Padlet théoriquement sous la vidéo qui permettait de poser des questions. Et donc dès jeudi matin, le jury au travail sur la rédaction des recommandations. Donc pour rappel, la conférence est entièrement filmée, point, ou parenthèse pour l'instant, par l'Université de Sorbonne Nouvelle Paris 3. On espère que... Donc je les remercie néanmoins pour leur investissement. Et donc vous retrouverez donc le dossier thématique comme à chaque conférence complet. Donc ce dossier sera mis en ligne le 29 mars sur le site du CNESCO. Donc que contient un dossier thématique? Eh bien, il contient quasiment tout. C'est une volonté là aussi dans la démarche de diffusion des travaux du CNESCO, c'est-à-dire qu'il contient bien évidemment les recommandations du jury, il contient un dossier de synthèse qui cette fois est élaboré par le CNESCO et l'IFE eux-mêmes, les rapports scientifiques, c'est-à-dire ceux de Dominique Lafontaine et d'Alexia Forget qu'elles nous ont remis en amont de la conférence, des exemples de projets innovants, et bien sûr toutes les notes. Alors les notes, ce sont les réponses que les experts ont déjà adressées au jury en amont de la conférence pour permettre aux membres du jury de s'approprier la thématique. Et donc toutes les vidéos qui seront enregistrées et mises en ligne. Voilà, et je termine donc en remerciant nos partenaires qui sont présents à chaque conférence de consensus. Le café pédagogique qui nous a permis de relayer l'appel à candidature du jury, qui a lancé la revue de questions et qui a lancé également la candidature d'inscription à la conférence. Canopé, qui est très présent à côté de nous sur cette conférence, puisque non seulement ils nous ont accompagnés dans l'élaboration du programme de la conférence, mais ils vont se saisir ensuite via des ateliers de certaines recommandations du jury qu'ils vont mettre en œuvre dans des expérimentations. Je remercie bien sûr le réseau des SP et les EN qui diffusent régulièrement nos ressources, et puis je l'ai dit, la Sorbonne Nouvelle qui filme, qui enregistre les séances publiques, et le lycée professionnel Louis Dardenne qui donne à ses élèves et qui nous arrange bien l'occasion de vous accueillir et de préparer leur futur métier. Voilà, je vous souhaite maintenant de profiter pleinement de ces 2 journées. Je laisse la parole à Jean-Marie Kettel, qui est professeur émérite à l'Université de Louvain en Belgique, qui nous fait l'honneur de présider la conférence et que je remercie, j'allais dire une bonne fois pour toutes, pour son engagement, sa gentillesse sur la préparation de cette conférence. Merci à vous, bonne conférence. «
Monsieur le proviseur du lycée Diderot, merci encore pour votre accueil. Monsieur Jean-François Chêne, secrétaire général du CNESCO, avec lequel j'ai eu tant de plaisir de travailler, mais aussi ses collaborateurs qui ont été si efficaces. Madame Marie Toulek-Terry, présidente du jury, qui a déjà, avec les membres du jury que je salue, déjà bien travaillé et qui travailleront encore beaucoup. Messieurs les experts intervenants avec lesquels nous avons eu tellement de contacts, c'est un grand plaisir pour moi de présider ici cette conférence de consensus pour laquelle nous avons tenté, sur la base des travaux qui ont été faits en amont et qu'a très bien rappelé Jean-François Chêne, de construire vraiment un raisonnement le plus cohérent possible en prenant deux exigences tout à fait incontournables pour les interventions et aussi pour les recommandations qui seront faites par le jury, à savoir de différencier pour amener absolument tous les élèves, les plus avancés, les moins avancés évidemment, à progressivement maîtriser les connaissances et les socles de compétences. C'est donc quelque chose de tout à fait incontournable. Et une deuxième exigence que nous avons beaucoup travaillé avec les intervenants, c'est de fonder autant que possible les pratiques sur des résultats de recherche qui ont été suffisamment validés par la communauté scientifique, même si pour certaines thématiques que nous allons aborder, ces résultats ne sont pas toujours très nombreux ou sont sujets à une plus grande, un transfert qui n'est pas nécessairement assuré. Et donc nous avons fait un travail relativement intense pour essayer de construire ce raisonnement sur la base de ces deux exigences, à travers des conférences Skype que nous avons tenues avec chacun des intervenants, à travers des interactions suite aux analyses que nous avons faites sur les notes de 7 à 8 pages qui ont été transmises par chaque intervenant, et de même que sur les PowerPoint que nous avons travaillé avec eux. Et je remercie beaucoup les intervenants de s'être pliés à ce jeu. Alors ce raisonnement va se dérouler en 7 grandes phases qui sont à la base du programme. Il était tout à fait naturel de commencer par essayer de préciser le concept de différenciation et des différentes formes de différenciation, ce qui avait déjà été fait dans les rapports qui avaient été commandés à Dominique Lafontaine et Alexia Forger. Mais nous leur avons demandé, pour leur intervention, qui est évidemment limitée en termes de temps, de répondre chacune à 2 questions tout à fait essentielles. La première, c'est quels sont les différents types de différenciation structurelle, institutionnelle, si vous voulez, dans les écoles ou dans les établissements scolaires, et que nous disent les recherches qui ont tenté d'évaluer les effets différenciés des dispositifs de différenciation institutionnelle et structurelle. Et ensuite, nous avons demandé à Alexia Forger de surtout centrer son attention sur les différents types de différenciation pédagogique, c'est-à-dire celles qui se font au sein de la classe. C'est quand même là, effectivement, que les élèves vont apprendre ou ne pas apprendre ou mal apprendre les connaissances et les compétences socles qui sont prescrites. Ceci nous permettra effectivement de nous centrer exclusivement sur la base des résultats que va mentionner Dominique Lafontaine sur les différents types de différenciation pédagogique dans la classe ou autour de la classe. C'est donc une première phase qui était tout à fait indispensable. Une deuxième, c'est de pouvoir tenir compte de cette première exigence, puisqu'il s'agit
d'amener tous les élèves à maîtriser les connaissances et les socles de compétences. Donc 2 questions s'imposaient à nous, à savoir, est-ce que la différenciation peut-elle provoquer des effets négatifs sur les élèves? Certaines recherches montrent que certains types de différenciation ont des effets négatifs. C'est ce que va entreprendre Sabine Kahn, qui a une expérience de la différenciation en Belgique au départ, avec d'ailleurs Bernard Rey, qui ont travaillé ensemble, et qui va essayer de répondre à cette question tellement difficile, comment concilier la différenciation pédagogique avec les objectifs de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire les connaissances et les compétences socles. C'était une deuxième phase importante de notre raisonnement. La troisième phase, les enseignants dans la classe ne sont évidemment pas toujours seuls ou ne devraient pas être seuls. Et 2 questions nous ont paru importantes. La première, c'est comment mettre en place un co-enseignement efficace, et qu'est-ce d'abord que le co-enseignement et comment le distinguer d'autres concepts relativement proches. C'est ce que fera Philippe Tremblay, qui a aussi travaillé en Belgique avec Bernard Rey, qui est actuellement professeur à l'Université de Laval et qui a beaucoup travaillé cette thématique récemment. Et ensuite, Monica Gatter-Turler, qui a une très grande expérience de l'accompagnement des établissements en Suisse, que ce soit dans le canton de Genève ou tout à fait encore ces derniers temps dans le canton de Tessin, va nous apporter son expérience et sa connaissance des recherches qui ont été menées sur le problème du pilotage et de l'accompagnement des établissements scolaires. Et donc la question qui lui est demandée, c'est pourquoi et comment assurer une continuité dans les pratiques enseignantes relatives à la différenciation pédagogique. Parce que si d'une année à l'autre, il n'y a pas continuité, on risque de perdre tous les effets qui ont été engrangés dans les années antérieures. Une phase suivante du raisonnement qui a été l'objet de très nombreuses questions qui ont été posées par les enseignants en amont de cette conférence, c'est comment articuler les différents moments, les différentes phases des apprentissages dans la classe. Et là, nous avons 2 premières interventions sur cette question directe, à savoir quel équilibre trouver dans la gestion du temps de classe, que ce soit un temps collectif, que ce soit un temps de travail en groupe, que ce soit un temps de travail individuel. Michel Grandjacques, qui a une très grande expérience de l'accompagnement des enseignants, va tenter de répondre à cette question-là. Et Clément Gauthier de l'Université de Laval au Québec, qui a beaucoup recensé les recherches sur notamment l'efficacité des enseignants, l'efficacité au sein des établissements scolaires, va nous proposer des réponses possibles à cette question: comment planifier l'organisation des apprentissages au sein de la classe. Beaucoup d'enseignants en amont nous ont posé les questions relatives à l'utilisation du numérique. Et donc on ne pouvait pas faire une conférence de consensus sans aborder les questions du numérique. Et une première question à laquelle Marcel Lebrun, qui est un ami et un collègue et qui est un grand spécialiste des technologies de l'information et de la communication, va essayer de répondre à la question: est-ce que les classes inversées sont-elles au service ou au détriment de la différenciation pédagogique, d'une différenciation pédagogique qui est censée effectivement répondre aux exigences que nous avons fixées en amont de ce petit mot. Et Franck Amadieu va poursuivre donc plus largement en répondant à la question du comment concevoir des outils numériques pour les élèves qui ont des stratégies d'apprentissage différentes. C'est bien là l'enjeu de la différenciation. Nous pouvons à partir de là passer à une seconde journée
Nous savons très très bien que l'enseignant est face aux élèves, les élèves sont face à l'enseignant, et chacun de ces types d'acteurs peuvent avoir des postures différentes. Et donc elle va essayer d'identifier quelles sont les postures que l'enseignant et les élèves adoptent dans le cadre de la différenciation pédagogique. Et dans la lignée, Denis Butlen va surtout s'intéresser à quels sont les facteurs clés d'une organisation efficace des pratiques enseignantes. J'accélère un peu à la demande des organisateurs. Phase suivante, il est évident que les méta-analyses mettent en évidence l'importance du travail coopératif entre et avec les élèves, d'où Céline Bux va tenter de répondre à la question comment organiser l'apprentissage des élèves par petits groupes. Et puis Sophie Romero, ce sera la seule intervention dans ce cadre-là, va essayer de dire mais qu'est-ce qui se passe dans les dispositifs de différenciation hors classe en liaison avec l'école. Et enfin, nous terminerons la deuxième journée, toute l'après-midi, par 4 interventions de synthèse extrêmement importantes. Les 3 premières portent directement sur des conditions incontournables de réussite, à savoir, d'une part, et c'est de nouveau Clément Gauthier qui va aborder cet aspect, sur les compétences en gestion de la classe. Comment gérer notamment les aspects disciplinaires au sein de la classe et au sein de l'établissement. Puis André Tricot, en se basant notamment sur les travaux qui ont été faits sur la charge cognitive des élèves face aux tâches qu'on leur prescrit, va essayer de nous donner des pistes concrètes extrêmement intéressantes sur comment adapter les situations d'apprentissage en fonction du fait que les élèves soient en difficulté, soit au contraire plus avancés. Troisième condition évidemment tout à fait essentielle, auquel les enseignants sont fort attachés, se plaignent d'ailleurs beaucoup de cela, c'est comment former les enseignants à l'évaluation au service de la différenciation pédagogique. Linda Halal a une très grande expérience de l'évaluation depuis des dizaines et des dizaines d'années et de la formation des enseignants. Et enfin, une dernière intervention synthétique qui va essayer de mettre en évidence quels sont les effets, sur la base de recherches scientifiques, si possible solides, et il a fait une très grande revue de la littérature sur le sujet, les effets de la différenciation pédagogique sur les dimensions, d'une part cognitive et d'autre part socio-affective. Voilà donc ce raisonnement, cette phase que nous avons organisée. À nous maintenant d'essayer de voir quelles sont pour nous-mêmes et pour nos autorités, quelles sont les recommandations que l'on peut tirer des travaux de ces 7 phases. Un grand merci à tout le monde et bonne conférence. Voilà, excusez-moi, mesdames et messieurs, bonjour, le micro ne marchait pas. Je me présente, je suis Olivier Ray de l'Institut français d'éducation. Et donc, je vais animer un certain nombre de ces débats que nous allons commencer sans plus attendre. Vous allez vous installer là. C'est bon? Voilà, donc, comme l'a rappelé Jean-Marie, nous allons rentrer dans cette phase importante de définition. Au début, quand on était dans les difficultés de la définition de cette conférence de consensus, on s'était même dit à un moment donné, si déjà
on arrive à stabiliser quelques définitions sur ce qu'est la différenciation pédagogique, nous aurions fait déjà pas mal de progrès dans le monde éducatif. C'est vous dire si cette phase est très importante. Alors, sans plus discuter, puisque maintenant je crois que vous avez hâte de rentrer dans les débats les plus concrets, je vais passer la parole en présentant Dominique Lafontaine. Vous êtes présidente du département éducation et formation et directrice d'unité de recherche donc à l'Université de Liège, qui s'attache à observer et évaluer les pratiques d'enseignement, essentiellement à grande échelle, je crois. Vous êtes notamment connu, en tout état de cause, pour des études concernant les dispositifs pédagogiques entre plusieurs systèmes et plusieurs pays, notamment en relation avec les enquêtes internationales PISA. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez introduire cette journée en nous présentant les différents types de différenciation existants au niveau des systèmes éducatifs, c'est-à-dire les dispositifs de différenciation qui regroupent les élèves en fonction de leur niveau supposé. Et je dirais là, de ce point de vue-là, c'est un petit clin d'œil. La première conférence de consensus que nous avions organisée ensemble, Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, portait justement sur le redoublement, qui est une des pratiques systémiques de différenciation que nous avions auscultée, observée, largement critiquée, et qui aujourd'hui tend à être en chute libre, je dirais, dans notre pays. Il y en a d'autres qui vont être exposées maintenant. Je donne la parole. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Il m'appartient donc effectivement de cadrer un peu les débats de ces deux journées et de donner un certain nombre de définitions. C'est ce à quoi je vais m'atteler dans un premier temps. Ensuite, je mobiliserai les résultats de recherche pour voir ce qu'ils nous disent des effets de la différenciation structurelle. Et enfin, en conclusion, je reviendrai sur cette articulation entre différenciation structurelle et pédagogique. En effet, on peut cadrer en disant qu'il y a deux grands types de différenciation, en assumant que les élèves sont différents dans leurs capacités, leurs aptitudes, leur rythme d'apprentissage. La différenciation, d'une certaine façon, s'impose. Deux grands types de modes de différenciation. Différencier les parcours des élèves en considérant que certains sont doués ou aptes à suivre certains types de parcours et d'autres ne le sont pas et doivent donc emprunter des voies parallèles, ou bien maintenir les élèves dans des parcours communs et différencier sur le plan pédagogique. Toutes les autres interventions s'inscriront dans cette seconde perspective. Mais je dois d'abord me centrer sur la différenciation structurelle. Donc, qui dit différenciation structurelle dit différenciation de parcours pour les élèves. Ces parcours vont s'inscrire dans la durée et ils seront distincts d'une manière relativement générale, c'est-à-dire que les différences de parcours vont concerner l'ensemble des cours ou des matières que suivent les élèves. C'est une différenciation qui est aussi dite institutionnelle parce que la responsabilité de ce type de différenciation est d'abord dans les mains des autorités éducatives, soit du ministère, de l'administration centrale, éventuellement de niveau hiérarchique au niveau des académies, peut-être en France, ou au niveau, à la limite, la dernière limite, c'est dans les mains du chef d'établissement. La différenciation pédagogique est tout autre par sa nature. Elle consiste à traiter différemment des élèves qui sont différents et par définition, elle a un caractère beaucoup plus temporaire, beaucoup plus flexible. Elle répond aux besoins hic et nunc tels qu'ils se présentent dans la classe. La responsabilité de la différenciation pédagogique est dans les mains de l'enseignant ou des équipes d'enseignants. Focalisons-nous maintenant sur la différenciation structurelle. La différenciation structurelle, fondamentalement, obéit à une logique de séparation. Elle s'inscrit dans un modèle méritocratique de l'égalité des chances qui considère que certains élèves sont doués pour faire certains types d'études et d'autres sont doués pour faire des études d'un autre type. À l'intérieur de la différenciation structurelle, deux grands types de différenciation. La différenciation verticale dont la forme principale est le redoublement et son pendant est l'accélération pour les élèves les plus doués. Et puis la différenciation horizontale qui, pour une cohorte d'élèves qui ont à peu près le même âge, va les répartir dans différents segments. Première grande bifurcation, enseignement ordinaire versus enseignement spécialisé. Deuxième grand type de différenciation, vraiment des filières qui sont connotées, qui ont une orientation, filière d'enseignement général, filière d'enseignement technique, artistique, sportive, professionnelle.
Autre modalité, les classes de niveau, ça peut être fait explicitement ou parfois implicitement, mais le résultat est qu'elles sont là. Et puis, il y a encore des écoles de niveau ou de réputation différentes, même si un certain nombre de dispositifs sont en place pour éviter ce phénomène. Le constat est qu'il existe souvent des écoles de niveau ou de réputation différentes. Deuxième point de mon exposé, que nous disent les recherches des effets de la différenciation structurelle? Pour répondre à cette question, je mobiliserai 3 grands types de recherches. Premièrement, les recherches de type expérimental qui comportent un suivi longitudinal de la manière dont évoluent les élèves. Alors que sont ces recherches? Typiquement, dans ces études, on va comparer des élèves qui ont un même niveau établi par un test externe, dont certains vont connaître un parcours d'un certain type. Par exemple, certains de ces élèves vont redoubler leur année et on va les comparer à des élèves qui connaissent un autre parcours, en l'occurrence ici ceux qui n'ont pas redoublé leur classe. Même chose pour les classes de niveau, on va comparer des élèves de même niveau dont certains sont assignés à une classe forte et d'autres assignés à une classe plutôt faible. Et les chercheurs vont mesurer les effets de la différenciation sur le plan cognitif et non cognitif, généralement dans les meilleures recherches à court, à moyen et à long terme. Donc les recherches expérimentales, c'est toujours très important à prendre en considération. Ça nous donne une balise établie en laboratoire dans des situations qui sont très contrôlées mais assez éloignées de la réalité du terrain. C'est pourquoi il faut les compléter absolument par des recherches menées en situation naturelle. Troisième grand volet de recherche, et on l'a dit, c'est un de mes champs d'expertise, les enquêtes internationales. Les enquêtes internationales nous donnent la possibilité de comparer l'efficacité, l'équité de systèmes éducatifs qui sont organisés structurellement d'une manière différente. Et par ailleurs, on peut aussi, à l'aide de ces enquêtes, faire des comparaisons à l'intérieur d'un système, par exemple lorsqu'un système éducatif décide de changer de structure, ce qui a été le cas de la Pologne. Alors la différenciation verticale, redoublement, retard scolaire, je passe très rapidement là-dessus. Simplement, je veux le mentionner parce que c'est un mécanisme de différenciation structurelle important. Rappeler que les taux de retard tels qu'on peut les établir au départ, par exemple de l'enquête PISA, sont très variables d'un système éducatif à l'autre et que finalement les pays qui utilisent à forte dose le redoublement sont une minorité. Dans les pays de l'OCDE, on n'a pas toujours cette représentation bien en tête. Et on voit ainsi qu'en 2015, la France faisait, malgré un recul important, fait quand même toujours partie des systèmes éducatifs qui pratiquent le redoublement, le champion, toute catégorie, étant hélas le système éducatif dont je suis issue. Mais vous voyez que la moyenne du retard scolaire dans les pays de l'OCDE n'est que, si on peut dire, de 12%. Et ce retard scolaire a tendance à diminuer, il s'érode. Il a beaucoup reculé en France en particulier. Alors, petit coup de sonde très rapide, j'ai regardé si de 2006 à 2015, ce recul du redoublement se manifestait d'une façon ou d'une autre dans les chiffres PISA. Aucune différence, donc les scores sont les mêmes dans le domaine des sciences qui étaient mesurés en 2006-2015. Pas d'augmentation du pourcentage d'élèves très performants, pas de recul du pourcentage d'élèves très performants, pas d'augmentation du pourcentage d'élèves très peu performants en sciences. On pourra y revenir si vous voulez. Alors la différenciation horizontale, puisque c'est de celle-là qu'il faut surtout parler. Donc, selon les études expérimentales, regrouper les élèves par aptitude en classe de niveau versus travailler avec des classes hétérogènes, eh bien, en réalité, ça ne fait aucune différence à quantité et qualité d'enseignement équivalente. Je vous ai dit, les études expérimentales, c'est très formaté, c'est très cadré, et donc, quand on fait ce type d'études, on empêche quelque part les enseignants d'aller plus vite avec les classes d'élèves qui sont
plus forts. Alors, c'est très étrange, hein. C'est comme ça qu'il faut le faire selon un protocole de recherche expérimentale. Sur le terrain, ça ne se passe jamais comme ça. Si on fait des classes de niveau, c'est pour avancer plus vite avec les meilleurs, bien entendu. Mais ça nous donne une balise. Ça veut dire que le regroupement en soi, mettre dans une classe des élèves plus forts avec des élèves plus faibles, en soi n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est généralement ce qui va avec. En revanche, l'organisation, toujours dans les recherches expérimentales, flexibles et temporaires, au sein de classes qui sont hétérogènes, de groupes homogènes, constitués en fonction du niveau de maîtrise d'une compétence spécifique, pas pour tous les domaines, hein, a produit des effets qui sont très positifs pour tous les élèves et en particulier pour les élèves les plus faibles. Maintenant, sortons des recherches expérimentales et allons vers les études menées en milieu naturel. Et ça, vous le savez, en tant qu'acteur, en tant que parent, en tant qu'élève, sur le terrain en milieu naturel, quand on fait des classes ou des écoles de niveaux différents, le résultat est que cela amplifie très nettement les écarts entre les élèves plus forts et les élèves plus faibles, et ça creuse les inégalités liées à l'origine sociale. Pourquoi? Parce qu'un ensemble de paramètres autres que la composition de la classe va varier avec le niveau de la classe. Et on sait que dans les classes les plus fortes, le programme va être plus poussé, les attentes des enseignants sont plus élevées, les professeurs sont parfois plus expérimentés, plus qualifiés, tandis que dans les classes plus faibles, les professeurs sont plus fatalistes, ils vont donner davantage d'exercices de bas niveau cognitif, et souvent obtenir la participation, motiver les élèves, les mettre au travail, c'est un boulot et ça prend le pas sur les objectifs d'apprentissage. Bref, on retrouve beaucoup plus souvent des facteurs garants d'efficacité pédagogique dans les classes composées des élèves les plus forts. Troisième type de recherche, les enquêtes internationales. Alors il y a derrière cela des milliers de données, de statistiques, mais on m'a dit de ne pas faire technique et de faire bref, donc je ne peux aller que vraiment aux conclusions, mais l'avantage c'est que ces conclusions sont en fait extrêmement claires, donc même en allant vite, on ne trahit pas la réalité de ces recherches. Donc à l'aide des données PISA, parce que c'est la base de données internationale la plus large, on peut examiner dans quelle mesure la manière dont un système est organisé, donc du point de vue de sa différenciation structurelle, agit sur le niveau moyen dans ce pays, c'est une composante quelle est l'efficacité du système, sur les écarts entre les élèves les plus forts et les moins forts, et sur les écarts qui sont liés à l'origine sociale des élèves, c'est la composante équité du système éducatif. Et ces résultats, je vous l'ai dit, sont très clairs. Donc, en général, dans les pays qui ont des filières, une orientation précoce et qui pratiquent le redoublement, c'est-à-dire des pays qui s'inscrivent dans une logique de séparation des parcours, très bizarrement, hein, c'est toujours très bizarre, mais c'est bien ça que l'on observe, les performances moyennes dans PISA sont un peu moins élevées que dans les systèmes qui fonctionnent avec un modèle plus intégratif. Les écarts entre les élèves les plus et les moins performants sont nettement plus importants, de même que les écarts entre les élèves les plus et les moins favorisés socialement. Donc la différenciation structurelle accentue les écarts entre élèves et elle n'élève pas le niveau général de performance, il est même un peu plus bas. Prenons maintenant les deux exemples de systèmes éducatifs dans lesquels la coexistence ou un changement de structure est intervenu. Là, je simplifie un peu mon propos. Donc, la Pologne, entre 2000 et 2003, a décidé d'adopter un tronc commun au moins jusqu'à 15 ans. Auparavant, le tronc commun s'arrêtait à 14 ans et une proportion très importante d'élèves suivait un cursus de type enseignement professionnel assez basique, puisque seulement 20% des élèves étaient au lycée général. La crainte dans le grand public quand on fait ça, on la connaît, c'est nivellement par le bas. Ça va niveler par le bas. Est-ce que cela nivelle par le bas? Donc je vous rappelle que cela s'est produit entre 2000 et 2003 et que ce type de changement impacte immédiatement les résultats, contrairement à des changements de type plus pédagogique qui, eux, prennent beaucoup de temps à s'installer. Eh bien, entre 2000 et 2003, il n'y a pas de nivellement par le bas. Au contraire, le niveau de performance s'élève. Alors, je ne dis pas que c'est grâce
au tronc commun, mais en tout cas, l'instauration du tronc commun n'a pas empêché le niveau de s'élever, parce que cette réforme est une réforme qui est plus ambitieuse. Autre type de recherche, une recherche longitudinale menée par des collègues français, franco-genevois, Georges Felouzzi, Charmillo et Fouquet-Chauprade. À Genève, en fait, les deux systèmes coexistent. Donc on a un système intégré, sans filière, et un système à filière dès le début de l'enseignement secondaire. Et les populations d'élèves qui fréquentent les deux systèmes sont assez comparables. Quels sont les constats? Dans le système genevois à filière, les écarts de performance en fonction de l'origine sociale sont systématiquement plus importants. Alors qu'ont fait les auteurs? Ils ont calculé, donc c'est une étude longitudinale qui suit les élèves sur 3 ans, ils ont calculé la probabilité pour un élève de fréquenter la filière la plus prestigieuse en fin de secondaire en fonction de la filière qu'il avait suivie quand il était en 9e et de son score au test PISA. Et les résultats sont très clairs. En 12e, les élèves qui ont été scolarisés dans le système sans filière en 9e, ils ont autant de chances de se retrouver dans la filière la plus prestigieuse, à score égal dans PISA bien entendu, que ceux qui se trouvaient dans la filière A, c'est-à-dire la filière la plus exigeante. Donc, il n'y a pas de nivellement par le bas. Au contraire, les élèves qui bénéficient d'un système sans filière sont tirés vers le haut plutôt que vers le bas. Vous voyez, tous les élèves de l'organisation sans filière se retrouvent au même niveau que ceux qui étaient dans la filière la plus exigeante. J'en viens à quelques mots de conclusion. Selon les enquêtes comparatives internationales, on voit que la différenciation structurelle ne conduit ni à élever le niveau de performance moyen d'un système éducatif, ni de manière plus surprenante à produire une élite plus importante, comme l'a montré Nathalie Mons. La différenciation structurelle accroît les écarts entre élèves et elle amplifie les inégalités liées à l'origine sociale, parfois de manière injuste, c'est-à-dire que des élèves qui ont des compétences égales dans un test, on voit que les enfants d'origine défavorisée ont redoublé plus souvent que ceux d'origine favorisée. De leur côté, les recherches de type expérimental montrent que l'organisation de groupes de niveau, pas de classes de niveau, de groupes de niveau au sein de classes hétérogènes a des effets nettement plus favorables que les classes de niveau qui, elles, sont de l'ordre de la différenciation structurelle et figent les choses. Alors, différenciation structurelle, différenciation pédagogique, quelles sont les articulations, les oppositions, les complémentarités entre les deux? En réalité, la différenciation structurelle, quand elle est proposée, qu'il s'agisse d'un redoublement ou de l'orientation vers des filières académiquement moins exigeantes, dès lors qu'elle est réputée efficace aux yeux des équipes éducatives, elle empêche souvent la mise en place de formes de différenciation pédagogiques qui sont plus souples. En quelque sorte, quand on croit aux vertus pédagogiques du prêt-à-porter, la différenciation structurelle, c'est du prêt-à-porter, puisque par exemple, un enfant a des difficultés d'apprentissage, il redouble son année, qu'il ait des difficultés dans toutes les matières ou qu'il ait des difficultés spécifiques dans son domaine, c'est du prêt-à-porter. Eh bien, ce prêt-à-porter empêche souvent la mise en place du sur-mesure dont tous les élèves ont besoin pour progresser ou dont tous les élèves bénéficient compte tenu de leurs capacités et de leurs acquis antérieurs. Alors sur le terrain, voilà, différenciation structurelle et différenciation pédagogique peuvent coexister. Il y a une multiplicité d'acteurs et chaque enseignant a la liberté de pratiquer la différenciation pédagogique, même s'il est dans un système éducatif qui pratique la différenciation structurelle peu ou prou. D'un point de vue sociologique, si on met les lunettes du sociologue et qu'on regarde le système, en raison de la logique
sous-jacente qui est derrière la différenciation structurelle et la différenciation pédagogique, eh bien les deux sont quand même souvent comme les deux plateaux d'une balance. Plus il y a de différenciation structurelle, moins il y a de différenciation pédagogique. Et en revanche, quand la différenciation pédagogique fait vraiment partie des pratiques, des habitudes des enseignants et que les enseignants sont formés vraiment à ces pratiques, alors, quelque part, on n'a plus besoin de la différenciation structurelle. J'en termine. Tous les systèmes éducatifs qui ont rompu avec la différenciation structurelle sont passés par les mêmes débats que nous allons encore avoir aujourd'hui et les mêmes types de questionnements sur la même question, crainte du nivellement par le bas essentiellement. À un moment, il faut oser faire le pas et basculer d'une logique de séparation des parcours vers une logique d'intégration qui, elle, applique une gestion plus directement pédagogique des différences d'apprentissage. Alors si certains pays ont sauté le pas, et en réalité la majorité des systèmes éducatifs vont dans cette direction, c'est le sens de l'histoire, ce ne sont pas seulement des arguments scientifiques, au demeurant largement consensuels, les arguments scientifiques, mais aussi des valeurs qui ont conduit ces systèmes éducatifs à rompre avec la différenciation structurelle pour aller vers plus de différenciation pédagogique. En revanche, le consensus sur les valeurs, là, il est beaucoup plus difficile à obtenir, en tout cas en Fédération Wallonie de Belgique et en France également. Je pense que le consensus autour de ça est loin, le consensus social autour de ça est loin d'être établi. Et bon, un exemple parlant, on va le prendre un peu à l'étranger, c'est que la Pologne, qui a fait cette réforme importante il y a maintenant une quinzaine d'années, aujourd'hui dirigée par le gouvernement très conservateur que vous connaissez, envisage de revenir à l'ancien système en dépit des indubitables avancées observées, en tout cas au travers de l'enquête PISA. C'est arrivé, Amandine, merci. Bon, excusez-nous pour ces petits problèmes techniques. Merci Dominique Lanfontaine pour cet exposé ô combien clair et en même temps rigoureux, qui, je suis sûr, nourrira les débats, par exemple, de notre élection présidentielle. Tout le monde sera assez anxieux de fonder les propositions politiques sur des données aussi rigoureuses. Et il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis. Je vais maintenant passer la parole aux membres du jury qui ont préparé des questions en espérant que le micro fonctionne. Allez-y. Alors merci de vous présenter un petit peu avant. Bonjour, Hélène Rochard, je suis IPR en anglais et membre du jury. Nous avons bien compris la distinction que vous faisiez entre la différenciation structurelle, pédagogique, horizontale et verticale. Et nous avons également retenu que vous aviez précisé que les différenciations les plus rigides, les plus uniformes, bloquent les différenciations les plus souples. Alors nous nous interrogeons sur, particulièrement dans ce paysage-là, les classes multiniveaux, que l'on peut trouver notamment dans le primaire. Pourriez-vous nous préciser où vous situez les classes multiniveaux dans ce paysage de la différenciation que vous avez dessiné? Et pensez-vous que les classes multiniveaux peuvent être un entre-deux intéressant dans cette balance, puisque c'est de la différenciation de la structure, tout en permettant peut-être, au sein d'un grand groupe, des différenciations plus pédagogiques? Oui, d'accord, je réponds à cette question. Donc, effectivement, avec ce type de différenciation, on est un peu à la limite entre les deux. Néanmoins, moi, je la mettrais quand même plutôt du côté pédagogique, dans la mesure où la différence entre classe à un seul niveau et classe à plusieurs niveaux, oui, c'est une différence de structure, mais l'élève lui-même, il fait quand même le même parcours, il fait
son CP et son CE1, simplement avec des modalités qui sont un peu différentes. Ça n'a aucun impact sur la suite de son parcours. Donc on est pour moi quand même toujours dans du pédagogique, donc ça ne rigidifie pas et ça n'a pas d'incidence sur la suite de son parcours. Maintenant, ces classes multiniveaux, il y a aussi des recherches expérimentales sur les classes multiniveaux et les classes à un niveau, et en réalité, ça ne fait pas de différence pour la qualité des apprentissages des élèves en général. Quand il y a des différences, parfois de légers effets positifs sont observés, mais en tout cas, rien qui puisse nourrir les craintes qui sont nombreuses, hein, tant dans le chef des enseignants que des parents. Oh mon Dieu, une classe de niveau, c'est terrible, ils vont apprendre moins bien. Donc ça, ce sont des craintes qui ne sont absolument pas fondées selon ce que la littérature montre, et il est d'ailleurs vraisemblable que les effets de ce type d'organisation seraient plus positifs si les enseignants se saisissaient davantage de ce type de configuration qui, quelque part, amène plus naturellement des pratiques telles que le tutorat, l'apprentissage coopératif, ou un enseignement qui soit moins segmenté. Quelque part, les groupes de besoins s'organisent presque naturellement. L'élève qui est en difficulté, il a quand même l'occasion de réentendre la matière de l'année précédente s'il est dans l'année supérieure, et les élèves qui sont bien avancés peuvent vraiment servir de tuteurs. Donc oui, c'est une modalité qui est intéressante, mais je sais que sur le terrain, les freins sont quand même relativement importants par rapport à ça. En tout cas, dans mon pays, les parents sont très créatifs par rapport à ça, alors que pour moi, c'est quand même des classes justement très intéressantes pour l'enseignant. C'est parfois un surcroît de travail, et donc voilà. Mais la littérature dit qu'il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ce type, et que c'est même potentiellement un contexte assez riche. Rappelez-vous le magnifique film Être ou avoir, dans cette classe multiniveau dans un village d'Auvergne. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Dominique Lafontaine. Je suis Nadia Amouni Abdeslam, personnel de direction et membre du jury. Nous nous sommes posé la question dans notre groupe. La question suivante, vous indiquez que la différenciation structurelle, et vous l'avez très bien expliqué dans les diapositives précédentes, a un impact négatif léger à modéré sur les performances, mais qu'elle accroît substantiellement les inégalités scolaires et sociales. D'après vous, malgré les réformes de ces dernières années, et on sait que notre système éducatif français tente de mettre en place des réformes, notamment la réforme du collège, d'après vous, quels sont les blocages qui subsistent dans le système français, et quels sont les blocages qui subsistent et les freins qui subsistent sur le terrain? Vous avez parlé de valeurs, et j'ai beaucoup aimé cette notion de consensus autour des valeurs qui pose question. Est-ce qu'on peut avoir un consensus autour des valeurs, de l'éthique et de toutes ces notions d'école républicaine, en quelque sorte? Mais sur le terrain, enfin, quels sont les blocages qui subsistent dans le système français, selon vous? Oui. Alors ça, c'est une question qui est un peu difficile pour moi, dans la mesure où mes sources vont évidemment être des sociologues ou des chercheurs français. Donc, si on essaie d'objectiver un peu... et que je connais notamment au travers des autres rapports que l'UNESCO a commandés, notamment sur les inégalités sociales. Donc, la France, dans certaines typologies qu'on peut utiliser, va être considérée comme s'inscrivant dans un modèle de l'intégration, pas dans un modèle de la différenciation structurelle pure et dure. Néanmoins, quand on y regarde d'un peu plus près, si on décompose la différenciation structurelle, donc on voit que sur le redoublement,
il y a toujours 22% d'élèves en retard scolaire, mais il est en recul. Selon moi, quand on rompt avec la pratique du redoublement, si on mobilisait d'autres dispositifs innovants, les résultats devraient s'améliorer assez nettement dans PISA. C'est quelque part ne pas s'améliorer alors que le redoublement le retard scolaire a autant diminué, c'est un peu décevant. Donc ça veut dire qu'il faut quelque part mettre en place d'une manière plus systématique les alternatives au redoublement. Alors, la France n'a pas, du moins en principe, ce mécanisme d'orientation des élèves vers des filières précoces à dès l'âge de 10, 12 ans pour les systèmes qui sont vraiment des systèmes différenciés. On sait qu'il y a des parcours un peu parallèles avant la seconde, mais d'après ce que je sais, ils sont plutôt en diminution aussi. Les classes de niveau, vos collègues disent qu'il y a des classes de niveau, mais ce n'est pas la principale modalité. Les écoles de différents niveaux, ça, certainement, hein, j'ai lu les travaux sur les effets de l'assouplissement de la carte scolaire et on voit que les stratégies que les parents, en particulier les parents enseignants, mettent en œuvre pour éviter certaines écoles, montrent en tout cas que la logique de la séparation est bien à l'œuvre, hein, au-delà de finalité ou d'adhésion à des grands principes d'égalité dans l'école républicaine. L'enseignement spécialisé, il y a toujours un pourcentage relativement important d'élèves dans l'enseignement spécialisé, mais on voit qu'un effort est fait de ce côté-là. Et bon, voilà, je crois que ça coince essentiellement au niveau, sans doute, de la formation des enseignants, mais bon, je connais mal les détails de la formation initiale et de la formation continue des enseignants qui permettraient vraiment de former les enseignants à d'autres pratiques pédagogiques. Et puis, au niveau des valeurs, en France, voilà, simplement en lisant la presse ou même les programmes des candidats, on voit qu'il y a toujours cette tension entre des idéaux d'égalité et puis les comportements des usagers qui obéissent clairement à une logique de séparation qui imprègne encore vraiment très fortement la société française. Si on ajoute à ça, parce que quand on réfléchit sur l'école, à un moment on ferme et on réfléchit sur l'école toute seule, mais il y a quand même l'école et la société. Et bon voilà, l'évolution de la France au cours des 20 dernières années n'a certainement pas été dans le sens d'une réduction des inégalités et des disparités. Voilà, pour moi, même vu d'un peu plus loin, la société française s'est davantage clivée et bon, ces clivages-là se retrouvent aussi dans l'école en lien avec toutes les politiques de la ville. Alors, est-ce que la différenciation pédagogique a pris le relais? Je vais en apprendre plus de vous dans les 2 jours qui viennent. Selon moi, la différenciation pédagogique est encore relativement faible en France, mais si je me trompe, je suis prête à revoir ma conception. Merci bien. Je vais maintenant demander à Alexia Forger de se mettre en place, en espérant ne pas être trop dérangée par les réactions intempestives des micros sauvages. Voilà. Alors Alexia, vous êtes chargée d'enseignement à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Genève, dont un certain nombre d'intervenants sont issus durant ces 2 journées. Et vous êtes aussi intéressée à l'étude des pratiques pédagogiques, avec peut-être, par rapport à Dominique Lafontaine, une focale plus centrée sur ce qui se passe lors des séquences d'enseignement dans les relations didactiques ordinaires au sein de la classe. Donc cela va nous amener à considérer ce qu'aujourd'hui on essaye d'identifier comme des pratiques de différenciation, donc non plus au niveau du système, mais réellement au niveau de l'enseignement, de ce que certains appellent ces gestes professionnels, de la façon dont il orchestre sa classe. Alexia. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors je vais vous proposer maintenant donc de nous pencher sur les formes, les modalités concrètes que la différenciation peut prendre en classe. Alors, on va diviser la discussion en 3 temps. Tout d'abord, je vous propose de nous pencher sur le champ même de la différenciation pédagogique,
ensuite sur des questions de définition du concept et enfin sur des questions de mise en œuvre. En effet, quand on parcourt la littérature du chant, on arrive à 3 constats généraux. Le premier, on peut noter une hétérogénéité des modèles et des niveaux d'analyse, d'où un certain manque d'unité dans le chant. Et ceci pose également la question du noyau dur du champ de la différenciation pédagogique et qui mérite donc d'être souligné. On relève également une polysémie du lexique qui renforce la multiplicité des approches et rend souvent l'opérationnalisation des pistes d'action difficile. Enfin, on note également que ce sont souvent des entrées extra larges qui caractérisent les travaux du chant, étant donné que les modèles de la différenciation brassent une multitude d'axes de réflexion, ce qui pose la question ici de la portée heuristique du concept de différenciation. Ces 3 constats généraux issus de la littérature peuvent en quelque sorte nous éclairer quant à la rareté des travaux mesurant les effets de la différenciation sur les apprentissages, puisqu'en effet, on pourrait davantage parler des différenciations, puisque ce terme semble se conjuguer davantage au pluriel. Tentons maintenant de définir le concept en commençant par le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion. Ensuite, nous parlerons du pourquoi, au sens quelles raisons font aujourd'hui, au-delà des prescriptions officielles, que nous sommes amenés à différencier. Ensuite, on s'interrogera sur le pourquoi, au sens de dans quel but souhaitons-nous différencier. Et enfin, on parlera des pistes d'action et du comment faire en classe au quotidien. Au niveau du quoi, une définition semble réunir les auteurs, tant anglophones que francophones, qui a été proposée par Przemycki en 2004. La pédagogie différenciée est une pédagogie des processus. Elle met en œuvre un cadre souple où les apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les élèves puissent travailler selon leurs propres itinéraires d'appropriation, tout en restant dans une démarche collective d'enseignement des savoirs et savoir-faire communs exigés. Alors cette dernière phrase qui est soulignée attire toute notre attention, c'est peut-être le premier défi de la différenciation. Articuler ces moments individualisés, personnalisés, adaptés, avec la maîtrise par tous du socle commun. Nous pouvons citer 4 grandes conditions à satisfaire pour réussir au mieux cette articulation. Tout d'abord, procéder de manière systématique à une analyse rigoureuse des enjeux didactiques de la tâche, on pourrait dire de toute tâche. Faire faire et faire dire par les élèves. Par ceci, nous entendons le fait que, bien sûr, on va privilégier l'action des élèves, on va l'encourager, mais aussi la parole, pour aider les élèves à asseoir par leur langage leurs acquisitions. Planifier l'estompage des aides. Qu'entendre par estompage des aides? Eh bien, on se rend compte dans les classes que, finalement, l'aide est assez courante, assez spontanée. Les adaptations proposées par l'enseignant sont souvent présentes. Ce qui est plus rare, c'est l'estompage de ces aides, et d'autant plus la planification du retrait des aides, qui nous paraît pourtant essentielle pour justement assurer cette articulation entre des moments différenciés et d'autres moments où tous doivent être au même niveau d'un socle commun de base à acquérir. Et notre 4e condition, justement, tient à l'idée d'appréhender de pair différenciation pédagogique et institutionnalisation. Nous pensons qu'une mise en tension de ces 2 concepts, ces 2 processus, permet justement de mettre des limites aux moments de travail qui sont adaptés, différenciés, personnalisés, parce que justement cette différenciation doit s'arrêter là où commence l'institutionnalisation des savoirs. Alors, passons maintenant au pourquoi. Pour quelles raisons différencier? Au-delà justement des prescriptions officielles que nous connaissons tous, nous pouvons reprendre des postulats énoncés par Burns qui nous permettent justement de nous donner ces raisons, de nous rendre les raisons premières de notre travail différencié. Les voici: il n'y a pas 2 élèves qui progressent à la même vitesse, qui soient prêts à apprendre en même temps,
qui utilisent les mêmes techniques d'études, qui résolvent les problèmes de la même manière, qui possèdent le même répertoire de comportement, qui possèdent le même profil d'intérêt, qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. Donc, un enseignement différencié se veut par définition centré sur les caractéristiques des élèves. Il consiste en quelque sorte à reconnaître ces différences et à y réagir de façon proactive. Alors, une petite note lexicale, on entend souvent une confusion entre différencier et diversifier son enseignement. On pourrait dire que la différenciation implique, mais dépasse l'idée de variation, puisque l'enseignant ne va pas varier au hasard son enseignement pour maintenir l'intérêt du groupe, mais en réponse à des besoins identifiés préalablement chez les élèves. Venons-en maintenant au pourquoi, dans quel but. Alors, différencier ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen au service d'intentions pédagogiques, telles que lutter contre le décrochage scolaire, assurer une égalité des acquis de base, amener chaque apprenant au maximum de son potentiel. Alors, bien sûr, comme l'a énoncé précédemment Dominique Lafontaine, ces principes ne vont pas de soi. Ils appellent en amont certaines valeurs et options philosophiques. On peut noter comme exemple, parmi ces différents principes, le postulat d'éducabilité. Venons-en maintenant au cœur de notre exposé, le comment faire. Alors, au niveau de la littérature, quand on se penche sur les travaux qui s'intéressent au comment différencier en classe, on se rend compte qu'il y a une grande tendance générale qui est de définir les niveaux de mise en œuvre de la différenciation. Quels sont les niveaux que je peux différencier? On peut citer par exemple l'étayage, par exemple les outils, les contenus, différents niveaux. Et alors les auteurs, les chercheurs s'intéressent à creuser, approfondir justement un de ces niveaux. Alors on retrouve généralement 3 grands niveaux qui sont le contenu, les processus et les produits, production des élèves. Et la plupart des travaux, en fait, sont surtout centrés sur la notion de différencier les processus. On a notamment des prolongements et des travaux qui ont tenté de creuser cet aspect, avec notamment Mérieux, Zakhartchouk, Tricot, Bucheton-Soulet. Et ce qui réunit également ces auteurs, au-delà du fait qu'ils ont creusé la boîte différencier les processus, c'est également qu'on retrouve dans leurs différentes propositions l'idée de différencier le guidage pédagogique, l'étayage. Et donc, au niveau des auteurs, on a un accord au niveau francophone comme anglophone sur ces 3 grands niveaux qui reviennent très fréquemment dans la littérature. Contenu, processus, production des élèves, avec un accent sur les processus. Cependant, concrètement, si vous cherchez des pistes d'action pour mettre en œuvre ce type de différenciation en classe, il y a un mais, c'est-à-dire qu'au niveau de l'opérationnalisation, on reste un petit peu encore sur notre faim au niveau des propositions. Les pistes d'action que propose ce modèle en 3 niveaux sont encore très globales et hétérogènes. Les objectifs précis visés par l'action de différenciation, les dispositifs ne sont pas réellement abordés et les conditions d'efficacité de ces différentes formes de différenciation ne sont pas problématisées. Or, il nous semblerait important de pouvoir définir un modèle qui articule 4 dimensions en jeu dans la différenciation. Nous allons donc vous proposer ces 4 dimensions qui sont le temps d'enseignement, les objectifs visés. Pour commencer, ces 2 premières dimensions sont souvent absentes en fait des récits de praticiens. Le temps d'enseignement signifie quand se passe cette différenciation au sein de la classe. Alors nous proposons de découper l'enseignement en 3 temps, avant, pendant, après, mais ces 3 temps sont tous au sein de la classe, donc on ne parle pas ici de la planification par l'enseignant. Alors, avant l'enseignement, quels peuvent être les objectifs visés par une différenciation qui a lieu avant l'enseignement d'une notion? Nous en avons défini 3, tester, réactiver et préparer. Ces objectifs ne sont peut-être pas exhaustifs, mais ils servent à guider
à guider les praticiens dans la planification de leur action de différenciation. Tester, ça peut vouloir dire tester quelques élèves dont on connaît moins bien les prérequis. Réactiver, ça peut vouloir dire réactiver des notions utiles qui pourraient faire défaut à certains élèves. Et préparer, nous allons justement approfondir tous les exemples qui sont en couleur, donc nous y reviendrons. Préparer les élèves, c'est l'idée de leur donner des clés, des balises avant un enseignement. Alors, donc toujours pour structurer notre planification de la différenciation, on peut également définir des objectifs qui ont lieu pendant l'enseignement. En cours d'enseignement, en voici 3, soutenir, adapter, évaluer. On approfondira les 2 premiers et ensuite, après l'enseignement, il y a aussi des moments de différenciation qui vont concerner après l'enseignement d'une notion. Par exemple, tout ce qui a trait à la révision et à l'exercitation des notions n'est pas nécessairement censé toucher tous les élèves de la même façon. Une troisième dimension qu'il s'agit d'articuler pour rendre les pistes d'action concrètes et praticables nous semble être la question des dispositifs et des gestes. Par dispositif de différenciation, on entend les modalités qui requièrent une planification et une organisation systématique. On va en citer 4 qui nous paraissent déjà constituer un très bon point de départ pour développer des pratiques de différenciation complémentaires. Les groupes de besoins, le plan de travail, le tutorat entre élèves et la table d'appui. On connaît la polysémie du champ et peut-être que ces différents dispositifs, vous les nommez autrement. Les gestes de différenciation, par opposition aux dispositifs, n'appellent pas vraiment une organisation concrète. Ils s'intègrent au fonctionnement de la classe. Et enfin, on va s'intéresser aussi à questionner les conditions d'efficacité de nos dispositifs. Donc on pourrait dire qu'on part avec 4 dispositifs au service de la différenciation. L'usage de ces dispositifs a une implication. En classe, on ne peut pas laisser au hasard le travail sur l'autonomie de l'élève, car dans une classe où les élèves ne seraient pas du tout entraînés à développer leurs compétences de prise en charge de leur apprentissage, la différenciation peut s'avérer difficile. Donc, en parallèle, la gestion de classe n'est pas tout à fait désolidarisée d'un projet de différenciation. Alors, voilà un exemple, un premier exemple, préparer certains élèves à la leçon avant un travail précis. On peut utiliser comme dispositif la table d'appui, qui consiste à matérialiser dans la classe un espace spécifique dédié à l'aide. La table d'appui est très souple et permet d'être compatible avec les 8 objectifs prédéfinis et elle agit au service de l'évaluation formative puisqu'elle permet un recueil d'informations au cœur de l'interaction entre les élèves choisis ou invités à la table et l'enseignant. Au niveau des conditions d'efficacité, d'après les témoignages recueillis en 2016, l'efficacité d'une table d'appui demande un cadrage clair pour les élèves qui n'y sont pas conviés. Elle demande aussi de se positionner son action entre étayage et désétayage. Et enfin, pour éviter la stigmatisation qui est un des effets négatifs qui peut apparaître, il est nécessaire d'oser aussi inviter des élèves à la table d'appui quand il s'agit d'élèves forts, à l'aise, à qui on propose un défi, une activité difficile, afin que cette table ne soit pas uniquement celle qui invite les élèves en difficulté. Pendant l'enseignement, pour soutenir les élèves, on peut déployer également le geste classique qu'on connaît tous de l'aide individuelle, avec comme condition d'efficacité qu'on familiarise bien l'élève avec la démarche experte. Donc notre but n'est pas de faire réussir l'élève, mais de lui montrer comment l'expert réfléchit. On est dans le modelage plutôt que la simplification. Et l'idée de consacrer durant ce suivi un temps au faire faire, mais aussi au faire dire. On pourrait également, pour soutenir, mettre en place une table d'appui qui regrouperait les élèves dans le besoin, des élèves qu'on aurait repérés en cours de tâche. Au niveau de l'adaptation des conditions, des outils, on peut dire que tout se joue dans la planification, mais que concrètement, il n'y a pas vraiment une organisation spécifique, donc ça relève plutôt du geste qui a demandé auparavant à l'enseignant de préparer ces adaptations. Après l'enseignement, on va revoir les notions qui posent problème
exercer pour automatiser les apprentissages. Et encore une fois, ceci ne se fait pas nécessairement avec toute la classe. On peut profiter d'un dispositif de tutorat entre élèves, par exemple, pour responsabiliser les élèves avancés qui vont donner une approche moins formelle, moins rationnelle. Alors, comme condition d'efficacité, on va noter la nécessité de scénariser le format des échanges, préparer les élèves avant ce type d'interaction, et la souplesse d'organisation. Il n'est pas nécessaire de mettre toute la classe en diade, on peut simplement proposer à 2-3 diades qui fonctionnent bien de s'entraider. Enfin, pour exercer, toujours pour revoir, on peut également utiliser les groupes de besoins homogènes. Et pour exercer, automatiser les apprentissages, on peut utiliser comme dispositif le plan de travail. Donc, qu'on confond souvent avec un enseignement individualisé, mais qui relève plutôt de la consolidation autogérée, parce qu'on n'est plus au temps de l'enseignement, on est après l'enseignement. Alors, dans le plan de travail, on propose aux élèves des tâches communes, mais qui ont un aspect différencié, car l'ordre et le rythme sont libres. Le plan de travail a l'intérêt de libérer l'enseignant pour encadrer d'autres élèves qui en ont besoin. En conclusion, nous pourrons dire que, justement, pour permettre à la différenciation d'être articulée au besoin de développer des savoirs communs et un socle commun de compétences, on va l'appréhender en tension avec la notion d'institutionnalisation. Ce qui nous paraît essentiel est de systématiser l'analyse des enjeux didactiques de toute tâche pour modérer l'aide qu'on apporte. Planifier le désétayage nous paraît être aussi un ingrédient indispensable. Et enfin, on aide l'élève pour l'autonomiser, on fait faire et on fait dire, et on n'oublie pas que la gestion de classe a une part essentielle dans la possibilité de différencier. Merci beaucoup. On va tout de suite passer aux questions parce qu'on a un tout petit peu dérivé au niveau de la gestion du temps dans la classe, enfin dans la salle en l'occurrence. Donc, messieurs et mesdames les membres du jury. Alors pendant ce temps, j'annonce que si certains veulent poser des questions de la salle, qu'ils lèvent désespérément le bras. Il y aura des collègues qui seront sur les côtés, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui pourront prendre leurs questions si nécessaire. Des papiers. Oui, écrire sur du papier, excusez-moi, j'avais oublié de le mentionner. Bonjour, donc moi je suis Vanessa Gisbert, professeure d'espagnol et membre du jury. Bien prêt, pardon. Donc Vanessa Gisbert, professeure d'espagnol et membre du jury. On vous a lu avec attention, j'étais content d'avoir des pistes, mais dans votre conclusion, vous parlez de la gestion de classe, et c'est un élément qui semble central sur le terrain, et la majorité des enseignants, mais pas que, on l'a vu récemment, subordonnent la différenciation pédagogique à la taille du groupe classe. Est-ce qu'il y a eu des études de fait? On sait qu'il y a eu des études sur l'impact lorsqu'un groupe est plus réduit, mais que les mécanismes mis en place sont les mêmes par les enseignants. Mais est-ce que précisément dans le cadre d'une vraie différenciation pédagogique, est-ce qu'il y a une taille critique qui favoriserait ou pas? Et inversement. C'est une question brûlante, hein, mais pas trop longue. Merci pour cette question, en effet, qui nous intéresse tous, à savoir est-ce qu'il y aurait un nombre Est-ce qu'il y aurait un nombre optimal d'élèves? Alors j'ai envie de répondre à cette question que le nombre, vraiment la quantité d'élèves dans une classe, est en fait subordonné à d'autres facteurs qui vont rendre faisable ou non la différenciation, et que tous ces facteurs sont plutôt à considérer ensemble. Je m'explique. Alors, il y aurait un premier facteur qui va déterminer la faisabilité, c'est l'hétérogénéité des difficultés. En effet, selon le nombre d'élèves à profil spécifique, par exemple élèves diagnostiqués à haut potentiel ou dyspraxiques, ça va évidemment compliquer la tâche ou non. Ensuite, le nombre d'élèves allophones, mais de nationalités différentes. Ça va aussi avoir un impact majeur sur les possibilités, parce que la différenciation en soi
cherche à regrouper des difficultés. Donc au plus on a une diversité, une hétérogénéité, au plus on peut se dire que ce suivi fin est difficile. Un autre aspect, les ressources externes à la classe. Est-ce qu'à certains moments, je peux compter sur un co-enseignement, sur un adulte collègue qui viendrait me permettre de faire du travail en demi-groupe ou de procéder plus systématiquement à des groupes de besoins? Ça aussi, ça va avoir un impact. Mais on n'a pas vraiment de pouvoir d'action sur ces deux premiers critères. Alors voilà les deux critères sur lesquels, en tant qu'enseignant, on peut agir, la dynamique du groupe et la place du projet collectif. Alors, selon la nature des rapports entre élèves, on se rend compte que dans les classes où les rapports sont conflictuels ou sur un mode compétitif, on va plus facilement trouver de la stigmatisation des élèves aidés. Et donc, la dynamique de groupe en soi, insufflée par l'enseignant, va avoir un impact sur les possibilités d'entraide, d'échange et le climat propice ou non à la différenciation. Des rapports constructifs entre élèves où le groupe est appréhendé comme une communauté d'apprenants, vont être beaucoup plus favorables justement à l'entraide et au tutorat. Un dernier point qui me paraît essentiel, c'est l'autonomie des élèves et le statut de cette compétence en classe. On peut en début d'année faire un constat et dire cette année, j'ai une classe pas du tout autonome. Par contre, après, il nous reste justement à développer des opportunités pour apprendre cette autonomie, des occasions pour les élèves pour développer cette compétence qui peut-être n'en est qu'encore qu'à ses balbutiements en début d'année. Et ça fait assez fortement la différence d'une classe à l'autre. Est-ce que je responsabilise explicitement mes élèves avec un cadrage serré où je leur demande pendant 15 minutes de ne pas faire appel à l'enseignant car justement ils sont engagés dans leur plan de travail pour que l'adulte puisse s'occuper d'élèves en difficulté. Et est-ce que je construis explicitement cette autonomie? Ça va faire une grande différence. Est-ce que je les responsabilise? Ça va me permettre ou non d'assurer que les élèves soient capables à certains moments de prendre à leur charge leurs apprentissages. Alors, je n'ai pas connaissance de chiffres précis sur ce qui serait difficile. C'est difficile d'étudier la taille des classes sans prendre en considération justement ces facteurs-là. Et on pourrait dire que, oui, justement, la taille des classes va dépendre de ces... Enfin, il faudrait prendre en compte ces facteurs et aussi le fait que, finalement, pour différencier, tout dépendrait encore quel type de différenciation. Si vous voulez comparer... C'est ça le gros souci du champ, c'est que c'est polymorphe, multiforme, et donc comparer la différenciation possible entre une classe de 12 et une classe de 23, quelle différenciation, j'ai envie de dire? Est-ce que le tutorat est possible? Est-ce que les groupes de besoins sont réalisables? Est-ce que le plan de travail est imaginable? C'est là la question un peu. L'institution, elle fait des différences structurelles sur la taille des groupes, par exemple. Lorsque vous êtes en REP, vous avez moins d'élèves par classe. Oui. Donc, voilà, elle semble valider ça aussi, l'institution. En effet, l'institution anticipe l'hétérogénéité des difficultés dans ce cadre-là. Jérôme Conroy, je suis inspecteur du premier degré. J'ai une question sur le modèle que vous proposez. Vous proposez un modèle en 3 temps, avant, pendant, après, une tentative de modélisation avec différentes fonctions, la différenciation. Est-ce que ce modèle, vous avez pu le tester, l'opérationnaliser? Est-ce qu'il y a des recherches dessus, des formations à partir de ce modèle, des adaptations en classe? Alors oui, bien sûr, il est en train d'être validé au quotidien à travers des formations continues et la formation première. Des travaux ont été faits en 2015 et 2016 et sont encore en cours. Alors l'idée n'est pas de proposer un modèle fini, définitif, mais plutôt une démarche pour réfléchir, parce qu'on s'est rendu compte lors d'entretiens avec des praticiens que bien souvent la question du temps d'enseignement n'était pas considérée, ni celle précisément des objectifs. Alors, moins que de vouloir proposer un modèle complet, l'idée est plutôt, entrons dans une démarche de réflexion qui inclut le moment et l'objectif visé par l'enseignant pour faciliter la planification de la différenciation. C'est un modèle en fait qui sert de soutien à la planification. Des questions dans la salle? À gauche? À droite? Non? Très bien.
Eh bien, je vais vous libérer, je le dis très bien parce qu'on était un petit peu en retard, hein. Je ne veux pas décourager la participation. Vous préparerez mieux peut-être vos questions pour cet après-midi. Là, on va faire une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure rapidement. Ensuite, à la reprise de nos travaux, nous pourrons entendre Michel Lussot, qui est entre-temps sorti de ses péripéties de TGV, et nous reprendrons la dernière partie de la matinée. Je vous demande d'être dans la salle vraiment à 12h05 pour qu'on reprenne sans trop tarder.